Chers amis, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour, enfin, je l'espère et je le crois, une intervention intéressante de notre invité. Merci d'être présent. Nous allons démarrer, quelques personnes vont nous rejoindre par la suite. Mais comme on dit chez nous, il n'y a aucune raison de punir ceux qui sont à l'heure. Donc, nous allons démarrer. Merci d'être là. Alors, je rappelle que cette série Kaléidoscope est à l'initiative de l'Association des Zéhi d'Israël, des anciens Zéhi en Israël, en partenariat avec le mouvement AI en France et le groupe local Israël Ronarad, qui est donc le groupe local des jeunes actifs, puisqu'il y en a aussi ici en Israël. Donc, nous avons profité de ce temps de confinement ou en tout cas de déplacement limité pour créer cette série déjà depuis le mois de janvier. Et vous pourrez d'ailleurs retrouver sur notre chaîne YouTube l'ensemble des conférences puisqu'elles ont été enregistrées. Donc, je vous remercie encore une fois et d'ores et déjà, je remercie notre intervenante, Edva Peraya, que peut-être que certains ont connu sous le prénom d'Evelyne, mais c'était au siècle dernier. Toujours est-il que je lui laisse de suite la parole et merci à Edva d'avoir accepté d'intervenir ce soir. Bonsoir à tout le monde. Alors je vais faire share screen pour commencer la soirée. Ouais, je me suis branchée. Voilà. Alors là, la soirée, c'est Salonique, vous voyez bien, mais je vais d'abord me présenter. Alors je suis une ancienne de la Victoire, comme on voit sur le foulard. Et j'ai donc, j'en ai profité pour écrire un livre sur JP. J'ai fait partie de l'équipe nationale branche moyenne, j'ai toujours été branche moyenne. Et l'équipe qui a préparé le 50e, alors on passe parce que לא נראה לי. אני התקשרתי להגיד לך לבוא מחר, נכון? יופי. זהו, לא נראה לי שהתקשרתי. בסדר, אוקיי, ערב טוב. Bon. Ok, alors je commence. Je sais même qui c'est une Marseillaise. C'est pour te dire à quel point nous arrivons à savoir qui fait des bêtises sur ce Zoom. Vas-y. Ok. Bon. Entrez, monsieur Panayoti, entrez. Ah, vous savez qui c'est? Ah, c'est le cordonnier grec. Mais en fait, c'est le Chapazoulot. Mais je lui dis pas ce qu'il faut faire, il le sait. Allez, venez. Ah, qu'est-ce qu'il fait froid? Heureusement que vous ouvrez le four, vous allumez le four et la lumière. Allez, venez, c'est Shabbat. Vous mangez avec nous les pastels, les borekas? Ah non, vous voulez pas? Ah, vous avez une autre maison? Ah bon? Ah, parce que les borekas là-bas, c'est meilleur. Ah bon, parce que vous aimez pas aux épinards? Vous aimez aux aubergines? Bon, ben la prochaine fois, je vous ferai aux aubergines, d'accord? Bon, ben alors, au revoir, hein. Attendez, vous savez comment il parle le ladino, lui? Il est grec, mais il parle un ladino. Vous savez pas le ladino? Ah ben si vous savez pas le ladino à Salonique, c'est un problème, hein. Parce que alors là, vous pouvez pas mettre vos enfants à l'école par tout ce ladino. Vous pouvez pas entrer dans les magasins. Toutes les enseignes, elles sont en ladino. Elles sont même écrites en écriture rachée. Et puis, vous pouvez pas aller à la banque. Vous pouvez pas travailler. Vous pouvez rien faire. Vous allez me dire, le ladino en Grèce, quel rapport? Eh bien, je vais vous expliquer. On reprend depuis le début. Et comme en France, on étudiait l'histoire-géographie, donc on commence par la géographie. Voilà Salonique. Salonique est au nord-est de la Grèce, c'est la deuxième ville de la Grèce. C'est un port qui est en face de la Turquie, pas très loin des Dardanelles. J'ai oublié de vous dire
que j'ai fait mon alia depuis 1974, donc j'ai un peu oublié le français, j'espère que je m'en sortirai. Un peu d'histoire quand même. On ne va pas commencer par Saint-Paul parce qu'en fait, Salonique, Saint-Paul est venu à Salonique, on va rester chez les Turcs. Donc en 1458, l'Empire ottoman a envahi Athènes, donc toute la Grèce. En 1992, tout le monde sait, il y a l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et le sultan Bazaret II qui dit vous dites que Ferdinand le catholique est intelligent, mais il laisse partir ses juifs, comment est-il intelligent? Non seulement ça, mais il dit à tous les gouverneurs régionaux, si vous ne prenez pas les juifs avec vous, vous avez la peine de mort. C'est-à-dire que la tolérance des Turcs est très connue et ils acceptent les juifs qui sont partis aussi au Maroc et partout, mais en Turquie, donc à Salonique, ils ont été très bien reçus. Ce même sultan dirige les Juifs vers la ville de Salonique, la ville portuaire turque en Méditerranée. Alors un petit détail pour nous les Français, le petit-fils de ce même Bazaret II, c'est Suleiman le Magnifique, qu'on connaît, qui a fait grandir l'Empire, qui est arrivé jusqu'en Hongrie et qui s'est battu contre Charles Quint. Charles Quint, celui dont on parlait en France, et Charles Quint a perdu. Maintenant, pourquoi il a perdu? Alors, j'ai lu dans un livre, c'est à vérifier, mais j'ai quand même lu dans un livre que les Juifs qui sont sortis de Salonique, ils connaissaient le secret de la poudre à canon et que Charles Quint ne connaissait pas encore. Et c'est pour ça, c'est grâce aux Juifs donc, que Suleiman a gagné cette guerre-là. Les Juifs à Salonique, au départ, n'étaient pas tellement riches. Les garçons se mariaient à l'âge de 17-18 ans. Les filles se mariaient à l'âge de 13-14 ans. Ils n'avaient pas de métier. Ils étaient vraiment pauvres jusqu'à ce qu'en 1870, le train rallie Salonique à l'Europe. À partir du moment où il y a un train, il y a des denrées, il y a du travail, etc., etc. De plus, il y a un juif d'Italie, un italien, qui s'appelle Alatini, qui est venu à Salonique et qui a vu la détresse des Juifs. Donc, il a fait il a créé deux industries. Un, le moulin, pour que les gens puissent avoir du pain, de la farine. Et le deuxième, une fabrique de tuiles, qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs, qui est complètement abandonnée. Et il a été voir le baron de Rothschild, le même baron de Rothschild, celui qu'on connaît de Zichron Yaakov, celui qui a fait beaucoup de voyages. Et il a dit, écoute, est-ce que vous pourriez nous aider à monter une école de l'Alliance? Le baron de Rothschild a dit OK. Donc en 1873, il y a eu la première école de l'Alliance avec 200 garçons. En quelques années, 3 ou 4 années déjà, il y a eu 4 ou 5 écoles, dont 2 écoles de filles et le reste des écoles de garçons. À partir de ce moment-là, les gens ont un métier, premièrement. Deuxièmement, ils apprennent le français et ils voient la France comme c'était, pas le bon Dieu, mais la meilleure chose qui existe en Occident. Mais le problème, c'est qu'ils apprennent aussi la laïcité. Il n'y a plus de cours de Talmud Torah, il n'y a plus de cours d'hébreu, et tout se passe malheureusement en français et plus en ladino, ce qui va avoir une grande influence par la suite. À Salonique, on vivait bien. On vivait bien. Regardez, en 1908, il y avait 48 écoles contre 20 écoles grecques seulement. Les Juifs habitent principalement au centre-ville et la loi turque donne une liberté totale aux religions. C'est-à-dire que si on paye les impôts, les Turcs,
ils nous laissent tranquilles. C'est-à-dire que s'il y a un problème, un litige entre deux juifs, c'est le tribunal juif qui s'occupe du litige. S'il y a un litige entre un juif et un chrétien, alors on va aux autorités turques, mais en général, les autorités turques donnent priorité aux juifs. C'est-à-dire que pour les chrétiens, et ça il faut comprendre, pour les chrétiens, les juifs et les turcs sont à peu près dans le même sac. Et ça va avoir une influence pour, plus tard. La population, au milieu du 19e siècle, vous voyez, presque 47% sont des juifs, contre 23% chrétiens. En 1913, la situation change, et on va voir tout de suite. En attendant, Salonique s'appelle la Jérusalem des Balkans. L'économie de la ville, alors, une fois que la situation des Juifs s'est améliorée, ils deviennent PDG ou ils deviennent responsables de certaines industries. Par exemple, le port. Le port, qui est la chose la plus connue de Salonique, le port, si un bateau arrivait le Shabbat ou une fête juive, il attendait en haute mer. Il savait qu'il n'y aurait personne pour s'occuper du bateau. Ils ne s'approchaient même pas du port parce que ça ne servait à rien, il ne se passait rien du tout. Et tout marchait d'après le calendrier juif et en ladino. Il faut bien le comprendre. Il s'occupait aussi des moulins, on l'a vu avec Alateni. Le tram, c'était la propriété juive. Le gaz, le tissage de la soie. L'import-export, ça c'est évident parce qu'avec l'expulsion des Juifs, tout le monde connaissait le ladino au Maroc, en Yougoslavie, donc c'était évident qu'ils allaient faire de l'import-export. L'électricité, la banque, à Latini qui est une banque, le train, le tabac. Il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même quelques pauvres à Salonique à l'époque. Je ne sais pas si vous voyez là, il y a marqué Evionim. Je ne sais pas si vous voyez, ça a été créé en 1901. Et ici, ça a été créé en 1930. Il y avait beaucoup d'œuvres de bienfaisance. On n'a jamais laissé tomber les pauvres dans Salonique. L'eau, évidemment. Et le dernier, l'hôpital Hirsch, qui existe encore maintenant. Quand j'ai été le voir il y a une dizaine d'années, ça m'a fait penser à Bikur Cholim pour les gens de Jérusalem. Mais il se trouve, là, je viens de vérifier dans Wikipédia, que c'est le premier hôpital, le plus grand hôpital de Salonique. Il y en a un autre, mais celui-là, il est plus important. Et on voit, quand on rentre encore à l'hôpital, on voit une pancarte avec qui a donné quoi, qui est le responsable, etc., en français. Malheureusement, ça commence en français. Alors là, je veux dire, une histoire marrante, c'est l'histoire de mon oncle, qui, bon, ça a été bien écrit bien plus tard, mais enfin, pour vous dire à quel point la situation des Juifs riches était riche, je vous lis. Ils étaient 4, hein, c'est-à-dire ma grand-mère, mon grand-père, ma mère et mon oncle, 4 personnes. Je veux dire que nous étions une famille aisée, si on considère qu'en plus d'une boutique, ils étaient bijoutiers, et des propriétés qui nous appartenaient, nous avions 2 gardiennes d'enfants, dont l'une allemande, 2 domestiques, une femme de ménage et un garçon pour les courses, soit 6 personnes pour s'occuper de 4 personnes. Et effectivement, la maison, c'est la maison de mes grands-parents, qui existe encore. À ce qui paraît, on ne dit pas la promenade des Anglais, c'est rien qu'à Nice, mais c'est la rue qui est parallèle à la rue parallèle à la mer. Et si on contourne, si on contourne cette maison, donc qui existe encore, là, vous voyez à Goodies, on trouve ceci au-dessus de la porte. Oups. Non. Ah. Previous. Ah là là, oh, j'arrive pas à revenir en arrière. Attendez. On va revenir en arrière.
Une seconde, on revient. Enfin, j'espère. Voilà, on arrive. Vous voyez là la lettre F. Est-ce que vous voyez la lettre F? Ça veut dire Florentin. Et la lettre G, Gattegno. Florentin, c'est le nom de jeune fille de ma grand-mère. Et G, c'est le nom de ma mère, enfin de mon grand-père. Alors, pour l'anecdote, il y a 2 ans, ils nous ont téléphoné, nous disant ah, vous savez, il y a un petit problème d'électricité. Est-ce que vous ne voulez pas participer à la réparation? Ok, non. C'est donc la maison. Ce sont mes grands-parents, là, avec ma mère et mon oncle, bien après la guerre, hein, évidemment. Maintenant, il y a aussi un réveil du sionisme à Salonique. Pourquoi? Parce que les bateaux qui partaient d'Odessa et qui voulaient arriver à Yafo s'arrêtaient à Salonique. Donc, les Juifs ont été sensibilisés au sionisme. En 1899, donc, il y a la première organisation sioniste. Après, il y a la deuxième Aliyah. En 1908, il y a le premier mouvement sioniste. Les gens sont mobilisés, mais ça ne veut pas dire qu'ils viennent en Israël. Certains, oui, sont venus en Israël, en Palestine. Et puis, ils ont trouvé la vie trop dure, alors ils sont retournés en Grèce, à Salonique. À partir de la guerre des Balkans de 1912-1913, commence le déclin de la communauté juive à Salonique. C'est vraiment un déclin sûr et certain. Salonique devient grec après cette guerre-là, et cela veut dire que le service militaire est obligatoire, alors que du temps des Turcs, il suffisait d'un bac chiche et puis c'est tout. L'enseignement est obligatoire dans des écoles grecques. Cela veut dire apprendre le catéchisme. Je ne sais pas si on dit le catéchisme pour la chrétienté orthodoxe, mais ils apprennent la religion orthodoxe. L'office du matin est obligatoire, de nouveau orthodoxe. Les noms des rues sont changés pour qu'il n'y ait aucun souvenir du judaïsme. Cela devient des noms de rues de la Grèce classique. Le jour de travail, qui était le Shabbat, devient par la loi en 1924 le dimanche. Il n'y a plus aucun signe de juifs à Salonique. Un exemple, c'est le testament de mon grand-père, enfin de mon arrière-grand-père en fait, qui a été écrit en 1943, c'est vrai, mais cela montre quand même de quoi il s'agit. Regardez, les témoins surnommés, étant tous chrétiens, ont prêté serment sur le Saint Évangile, peuvent être témoins. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas chrétien, alors il ne peut pas être témoin, visiblement. Alors qu'en France, il y a la séparation de l'Église et de l'État. En Grèce, à l'époque, maintenant je ne sais pas, il n'y avait aucune séparation. Arrive la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, en 1915, il y avait des accords entre les Anglais, les Français et la Grèce. Les Anglais et les Français étaient garantis sur la Grèce. Donc les soldats arrivent, il y a et des Français et des soldats français et des soldats anglais, mais celui qui commande, c'est le général Sarrail, c'est un Français. La population de Salonique triple à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire triple? Ça veut dire que les denrées par la mer ne peuvent pas arriver parce que c'est l'Empire austro-hongrois qui domine la Méditerranée. Par la Bulgarie aussi, les denrées n'arrivent pas. Et les soldats, eux, on leur paye. Donc,
leur paye suffit pour acheter les denrées, mais pour les Grecs et pour les gens de Salonique, tout est très cher. Alors, comme dans toutes les guerres, il y a le marché noir, bon, ça c'est évident. Mais la chose la plus terrible, c'est la pénurie d'eau, parce que c'est vrai qu'il y a un port, mais l'eau n'est pas potable. Alors, vous verrez quelle importance a cette eau-là. Alors, vous vous étonnez sûrement que j'ai mis une aubergine. L'aubergine, dans le judaïsme, il se trouve qu'elle a une certaine signification. D'abord, le Rambam dit que c'est pas bon de manger une aubergine, mais je ne sais pas si c'est vraiment du point de vue de santé ou si c'était du point de vue politique. Parce qu'on a retrouvé un protocole de l'Inquisition en Espagne, comme quoi une personne a mangé une aubergine, et c'est la preuve irréfutable, vous avez bien entendu, que cette personne-là n'est pas chrétienne. Parce que les aubergines, ce sont soit les juifs, soit les musulmans qui les mangent. Les chrétiens n'en mangent pas. Et cette personne a effectivement été montée au bûcher, quoi. Enfin, on l'a volée. Quel rapport avec Salonique? Et bien voilà, en 1917, il y a une dame grecque orthodoxe qui faisait frire une aubergine, des aubergines. Et une étincelle est arrivée dans la grange. À partir de ce moment-là, il y a un incendie. Ça s'est passé à 3 heures de l'après-midi. Les secours ne sont arrivés qu'à 6 heures de l'après-midi. Ça veut dire 3 heures. Maintenant, pour les Israéliens, vous vous rappelez certainement, il y a 10 ans, de l'incendie qu'il y a eu au Carmel, où le vent changeait de direction très rapidement. Alors, le vent de Salonique s'appelle le Vardar, et il changeait effectivement de direction très rapidement. Alors, au début, on ne s'intéressait pas tellement, et puis le feu arrivait de plus en plus vers la rive et vers les cafés. Et on a dit au général Sarraï, donne-nous de l'eau, on va éteindre le feu. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Ah non, 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 non. L'eau, non, c'est pas fait pour le feu. Ah non, l'eau, c'est pour donner de l'eau potable aux soldats. Cela veut dire que le feu a continué pendant 3 jours. 3 jours. Et voilà donc les frontières du feu. Le jaune, le quartier jaune, c'est la carte de Salonique. Le quartier jaune que vous voyez, c'est le quartier juif. Le quartier rouge, ce sont les musulmans. Le bleu, ce sont les chrétiens. Vous voyez tout ce qui reste du quartier juif? Il n'en reste pas grand-chose. 70 000 personnes sans abri, dont 52 000 juifs, parce que les juifs habitaient au centre-ville. 33 synagogues brûlées. Pour les Grecs, ce qui les embêtait, c'est qu'il n'y avait plus de café en ville. Et donc, tout autour de Salonique, on crée des camps de réfugiés, des installations de tentes. Les Anglais sont beaucoup plus rapides que les Français, ils s'organisent beaucoup mieux. Les Français, ça leur prend un peu de temps. Étonnant, 6 jours après cet incendie-là, on décide de reconstruire la ville. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez la bureaucratie, mais 6 jours après, ça me semble très bizarre. On fait appel à l'architecte français Hébrard, qui est aussi un archéologue, qui décide de refaire toute la ville comme à Paris, c'est-à-dire des grandes artères parallèles, perpendiculaires, avec des places au milieu. Ça fait très bien, très grand. Rappelez-vous de ce nom Hébrard, il a aussi une idée. Il y a un grand cimetière juif qui marche depuis 400 ans. Et il dit qu'il faudrait peut-être le déplacer, ce cimetière, parce qu'il est un peu trop dans la ville. Mais personne n'ose le faire. Alors ça, c'est mon père, au milieu, là, vous voyez, le petit garçon, là, il a 7 ans, c'est mon père avec mes tantes. Et eux, ils sont partis en 19 à Paris, cette photo est de 21. Et pourquoi Paris? C'est simple, grâce à l'Alliance, tout le monde savait le français. Et c'est pour ça que mes frères et moi, nous sommes nés à Paris. C'est à cause de cet incendie. Sinon, on serait resté encore à Salonique.
23% des Juifs quittent la ville, et à cause de l'enseignement, et à cause de l'incendie, où les gens sont tout simplement réfugiés. Alors maintenant, théoriquement, quand il y a un incendie, on reçoit des indemnités, n'est-ce pas? Donc les Juifs vont à la mairie, demandent des indemnités. La mairie dit, ah bon, oui c'est vrai, votre maison a été brûlée. Ben, prouvez-le. Donnez-nous les papiers comme quoi vous êtes propriétaire de la maison. C'est évident, n'est-ce pas, quand il y a un incendie dans la maison, qu'on va d'abord chercher les papiers avant de courir, n'est-ce pas? Donc, ils n'ont pas été indemnisés. Bon, alors, vous avez peut-être une assurance, mais c'est la même chose. C'était des maisons en bois, il n'y a pas d'assurance. Quelle preuve il y a sur l'assurance? Ah bon, vous n'avez rien? Ah ben, alors on met les maisons vente aux enchères. C'est-à-dire que le centre de Salonique, qui achète? Les Athéniens s'Athéniens, et pas les Juifs, qui sont toujours dans les camps de réfugiés autour de la ville. Et ça veut dire aussi que les communautés se disloquent. Ce n'est pas seulement géographiquement. Tout se disloque. Je vous ai dit, à partir du moment où les Grecs dominent Salonique, le judaïsme descend très nettement. En plus, après la Première Guerre mondiale, il y a les traités de Sèvres et de Lausanne, l'échange de population. Alors, il y a 1 300 000 Grecs qui sont échangés contre 400 000 Turcs de l'Asie mineure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les Turcs qui sont en Grèce, c'est pas que Salonique, hein, c'est la Grèce, quand les Turcs arrivent en Asie mineure, ils ont des maisons, puisqu'il y avait 1 300 000 Grecs qui sont partis. Par contre, quand les Grecs arrivent en Grèce, ils n'ont pas de maison. S'ils n'ont pas de maison, ils sont encore dans des camps de réfugiés. De nouveau. Donc, on voit qu'il y a un très gros problème de réfugiés. Maintenant, vous voyez le tableau. En 1913, s'il y avait presque 47% des Juifs à Salonique, en 1928, on parle de 22% et demi. Par contre, les chrétiens qui étaient 29%, enfin presque 30%, ils sont déjà à 77%, un peu plus. Donc, tout l'équilibre a été changé. De plus, le roi qui est à Athènes, la Grèce est une royauté, le roi qui est à Athènes envoie des bateaux avec 400 fonctionnaires chaque fois, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, pour helléniser Salonique. Maintenant, vous vous rappelez que les Juifs avaient la société d'eau, de train, de tram, etc., etc. Alors le gouvernement dit, ben, écoutez, soit vous vous convertissez, soit vous vous désistez, mais vous ne restez plus les PDG de ces sociétés-là. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de camps de réfugiés. Et un des camps de réfugiés, c'est Campbell, où il y a le premier pogrom qui existe à Salonique. Il n'y a jamais eu de pogrom à Salonique. Même au temps des Turcs ou en Syrie, vous vous rappelez comment ça s'appelle? Vous savez, on dit qu'on tue un enfant chrétien pour fabriquer des matzot à Pessah. Ça existait à Damas, alors que c'était sous autorité turque. Ça n'a jamais existé à Salonique. Donc, c'est vrai qu'il n'y a que 250 personnes qui restent sans toit. Personne n'est mort parce qu'on les avait prévenus, on leur a dit faites attention, il va y avoir un pogrom. Mais c'est une question de conscience. Tout d'un coup, pas de conscience, tout d'un coup, les gens prennent conscience que ça peut arriver. Il peut y avoir des pogroms, chose qui était inconcevable à Salonique. Jamais on a touché à la société juive de Salonique. De plus, vous avez remarqué la date, c'était en 31, hein, c'est-à-dire avant Hitler. De plus, une crise politique en Grèce, évidemment, des élections en 1936. Les royalistes et les républicains
ont 40% des voix. Maintenant, les républicains, ce n'est pas dans le sens comme les républicains des États-Unis. Les républicains, là, c'est contre le roi. Il y a le roi et ceux qui sont contre la royauté. Donc, ils sont les républicains. Le roi Constantin I, donc, qui est à Athènes, n'arrive pas à décider entre les 40% de l'un et 40% de l'autre. Donc, il prend Métaxas, qui est un ancien militaire, et qui, lui, a reçu 4% des voix. Quand on parle de démocratie, c'est la démocratie des minorités ici, 4% des voix. Métaxas, en 15 jours, dissout le Parlement. La Grèce devient un régime totalitaire et nationaliste. Et tout ce que les Allemands vont demander plus tard, enfin pas tellement plus tard, Métaxas le fait immédiatement. Il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Arrive la Deuxième Guerre mondiale. Alors, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un pacte tacite qui n'a jamais été écrit entre Mussolini et Hitler, disant que Mussolini s'occupait du bassin méditerranéen, la Libye, etc. Et Hitler s'occupe de l'Europe. Donc, pour les Allemands, la Grèce, ça ne les intéresse pas. En octobre 1940, les Italiens rentrent par l'Albanie, font la guerre contre les Grecs et perdent. Les Grecs gagnent cette guerre. Et donc, Mussolini demande à Hitler, viens nous aider. Hitler dit non. Non, la Grèce, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis intéressé par la Russie. Je ne suis pas du tout intéressé par la Grèce. Mais il y avait une base militaire anglaise à Lachia. Donc, il s'est dit, bon, peut-être. Et finalement, il a accepté. Et les Allemands arrivent le 9 avril 1941. Maintenant, faut vous dire, enfin, ça c'est ma théorie, et s'il y a des historiens parmi vous, ne me tuez pas, mais ma théorie est quand même que grâce au judaïsme thessalonicien, Hitler a reporté de quelques mois l'invasion de la Russie, et cela veut dire que les Allemands sont rentrés en hiver, pas au début de l'hiver, mais en hiver en Russie, et donc c'était un peu le début de la fin. Très, très doucement, mais un peu. Quand les Allemands arrivent à Salonique, il ne se passe rien. Il ne se passe rien du point de vue des Juifs. La seule chose qu'ils font, c'est prendre tous les entrepôts, tout le manger, toutes les énergies, et ils les envoient aux soldats russes, aux soldats allemands sur le front russe. C'est-à-dire qu'il y a une faim énorme. Il n'y a pas à manger. Et ma mère me racontait que le matin, il y avait un charretier qui passait dans les rues de Salonique et ramassait à la pelle les cadavres de tous les gens qui sont morts parce qu'ils avaient faim ou parce qu'ils avaient froid, parce qu'en plus l'hiver a été très rude. Mais ce n'était pas contre les Juifs, c'était contre toute la population de Salonique. Mais ce que les Allemands ont quand même fait, ils ont préparé les déportations, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés à la Rabbanout, chez les Juifs, quoi, et ils ont pris les adresses de tout le monde, et ils ont demandé au rabbin Koretz de donner la feuille des Juifs les plus riches. Le rabbin Koretz leur a donné immédiatement, et beaucoup de Juifs salonicien lui en veulent. Maintenant, le rabbin Koretz, c'est pas un rabbin salonicien, c'est un rabbin allemand. Et pourquoi il est arrivé à Salonique? Parce que vous connaissez les Juifs, deux idées, trois synagogues, etc. Certains voulaient que le rabbin soit très bon en halakha, d'autres disaient qu'il fallait que ce soit un rabbin ouvert au monde entier. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, donc ils ont appelé un rabbin extérieur, et c'est le rabbin Koretz, qui lui était, comme je vous l'ai dit, allemand. Maintenant, cette liste-là, elle est aujourd'hui à Moscou, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale,
Ça ne leur suffisait pas, les Grecs, donc il y a eu une guerre civile parce que les communistes voulaient rentrer. Donc ils ont pris cette liste-là, et cette liste-là, les Russes ne veulent pas les donner. Par contre, les Américains ont réussi à avoir la copie de la liste, et la copie se trouve au musée de la Shoah à Washington. Le 8 juillet 1942, là, commencent les problèmes. Il y a le Shabbat noir. Maintenant, le temps au mois de juillet, c'est un peu comme à Netanya, il fait chaud. De 8h à 4h, on prend des gens de 18 ans à 40 ans pour leur faire des exercices de gymnastique, sans chapeau et sans leur donner de l'eau à boire. Il y avait donc un mouvement d'ambulance chaque fois. Et ceux qui étaient assez costauds, alors leur récompense était de partir dans les travaux forcés, qui était de mettre une ligne de chemin de fer. La communauté juive essaye de les libérer, propose 1 billion de drachmes. Merten, qui était l'officier allemand, a dit OK, alors 3,5 millions en 2 mois. 3 billions et demi en 2 mois. La communauté juive n'arrive pas à avoir cette somme-là. Il lui manquait un demi-billion. Et donc, Merton a dit, il n'y a pas de problème, hein. Vous donnez ce que vous avez, et puis nous vous signez un papier comme quoi vous nous permettez de prendre le cimetière pour des fins militaires. Donc, vous nous permettez de détruire le cimetière et vous nous promettez de ne pas nous attaquer en justice après. Bon, donc, ils n'avaient pas le choix. Et le cimetière juif a été détruit en décembre 1942. Les chiffres sont un peu différents, ça va de 300 000 tombes à 500 000 tombes. Enfin, il y a 15 jours, les Parisiens ont amené Marmotte au cimetière, enfin, non, comment on dit. Et il y a eu l'enterrement de Marmotte au cimetière de Bagneux. Alors, le cimetière de Salonique était un peu plus grand que la moitié du cimetière de Bagneux. Je ne sais pas si vous voyez un peu la grandeur. C'était l'idée des Brars à l'époque, vous vous rappelez, après l'incendie. Mais là, les Allemands l'ont fait. C'est le seul cimetière juif qui a été détruit de cette façon et sur lequel on a construit quelque chose de nouveau. L'université de Salonique se trouve sur le cimetière de Salonique. Les marbres, on ne va pas laisser les marbres comme ça, hein. Alors, on fait des théâtres, des routes, la décoration des églises, enfin, le truc normal. Et ce n'est qu'en 2011 que la mairie a reconnu ça et qu'elle a dédommagé la communauté juive pour la perte de terrain. En 2011, ça a pris du temps quand même. Et la Shoah, évidemment, quand Jean-Charles m'a dit la date de cette intervention, je lui ai dit, mais tu sais que c'est le début des déportations de Salonique, effectivement, le 15 mars 1943, c'est le début des déportations. 19 convois vers Auschwitz, un peu vers Treblinka, 1000 à Bergen-Belsen, dont ma mère et sa famille. Maintenant, pourquoi Bergen-Belsen et pas Auschwitz, ça c'est une autre histoire, c'est parce qu'elle était espagnole. Et en tout, pour faire toutes ces déportations, il n'y avait que 100 militaires allemands à Salonique, contre 56 000 déportés. Le 31 juillet 1943, fin des déportations, il n'y a plus aucun juif à Salonique. 1800 reviennent de la guerre, soit 4% seulement. Aujourd'hui, il y a 1500 juifs. Quand j'ai été à Salonique, au centre communautaire, j'ai essayé de parler ladino. On m'a regardé,
Qu'est-ce que c'est que cette langue-là? On ne sait pas. On connaît que le grec, le ladino n'existe plus. Il y a une école juive, mais qu'on ne peut même pas. Il n'y a pas assez d'étudiants, d'élèves. Donc, je crois qu'il y a 60% de goïms dans cette école. Enfin, on m'a dit, mais eux, ils payent. Il y a 2 brides par an, donc statistiquement, il y a 4 naissances par an, et c'est tout. Alors, j'ai écrit 2 livres sur l'histoire de ma mère, un en particulier, un en français et un en hébreu, le deuxième groupe, les autres Saloniki. L'hébreu est plus récent, et il a beaucoup plus de détails que le français, je dois dire. C'est un judaïsme, c'est une ville complètement juive qui, petit à petit, la situation a dégénéré. Et pourtant, le judaïsme de Salonique a quand même apporté certaines choses, surtout à Israël. La construction du port de Haïfa en 1934, c'est fait par des Saloniciens. La construction du port de Tel Aviv en 1936 avec le quartier florentin, c'est un nom espagnol, enfin salonicien. Donc les gens qui travaillaient dans le port ont créé ce quartier. La banque discount en Israël, une fois j'étais avec mon père chez un cousin à lui qui avait une maison qui dominait le théâtre de Jérusalem. Et il me montre son carnet de chèques. Il me dit, ah, tu vois ce carnet de chèques? Regarde le numéro de compte. Le numéro de compte était 00001 à Jérusalem. Et récemment, on a sauvé le monde grâce au PDG de Pfizer avec Albert Bourla qui nous a apporté ces vaccins. Mais il y a encore quelque chose de plus. Il y a la nouvelle génération. Ce sont mes parents, avec ma fille aînée qui est aujourd'hui mère de 5 enfants. Mais bon, il y a quand même une suite. Voilà. Alors, merci beaucoup de votre attention. J'espère que je vous ai apporté quelque chose. Je sors du Cher, là. Et si vous avez des questions, j'ai aucune idée de l'heure. Voilà. À vous la parole si vous avez des questions. Alors, tu as droit à des applaudissements avant d'avoir la parole. Voilà. Et je voudrais te remercier de ton intervention. Tu vois, moi qui avais lu le livre, j'ai appris des choses. Alors, comme quoi, il est bon de parler pour en entendre encore. Alors, j'ai demandé aux gens s'il y avait des questions de les mettre dans le chat. Pour l'instant, soit tu as répondu à tout le monde, soit il n'y a pas de... c'était tout à fait clair. Alors, je vais commencer. Je sais par habitude que d'autres questions viendront par la suite. Est-ce que Salonique, est-ce que Salonique et Athènes, c'est un peu comme Marseille et Paris? Ça veut dire, est-ce que c'était on peut dire 2 communautés différentes, 2 judaïsmes différents, ou est-ce qu'ils avaient exactement la même origine et la même histoire? Je ne parle pas de l'aspect choix, je parle de l'arrivée de 1492, etc. Athènes, c'était une toute petite communauté. Il y avait, je crois, je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il y avait les Romaniotes. Les Romaniotes qui existaient avant 1492, qui ont été, avec le temps, nivelés ou qui ont été avalés par les Juifs espagnols. Mais Athènes, c'était pas... Il n'y avait pas beaucoup de Juifs. C'était pas une communauté importante de tout. La communauté d'Arès, c'était vraiment Salonique. Athènes, c'était rien du tout. Quoi? Quelqu'un qui a l'air de réagir, mais je ne sais pas qui c'est. C'est moi. Je ne sais pas qui est moi, mais... Moi, c'est Henri Saporta. Voilà. Alors, toi, tu es d'Athènes, c'est pour ça que tu réagis? Alors, je suis de Salonique. Alors, ça va. Je ne suis pas de Salonique. Mes parents sont de Salonique. Alors, regarde, je profite d'avoir
l'antenne. Un petit détail. Quand il y a eu l'incendie, il y avait un contrat entre la ville de Salonique et les armées que dirigeait Sarraï. Et ce contrat précisait bien l'eau pendant la journée pour Salonique et pendant la nuit pour les armées. Et malheureusement, l'incendie a commencé pendant la nuit. Il faut se mettre... Il a commencé pendant la nuit, il a commencé à 3 heures de l'après-midi. Oui, mais enfin, le gros, c'est la nuit. C'est au moment de il 3 jours. Pardon? 3 jours. Un incendie, quand il démarre, il démarre. Et là, il faut quand même se mettre dans l'esprit de l'armée. Un contrat, c'est un contrat. Oui, mais enfin, c'était quand même c'était quand même une situation d'urgence. Une situation d'urgence. On ne laisse pas comme ça. Mais je crois que c'est pas que ça leur a fait plaisir, mais ça les a bien arrangés, les Grecs, que le quartier juif brûle. En fait, ça les a arrangés. Parce que 6 jours après, ils ont déjà décidé, enfin, la bureaucratie, en 6 jours, c'est une mission impossible. C'est une mission impossible. Et alors, si on a le temps, Jean-Charles, il faut absolument que je vous raconte une anecdote. On a le temps, ça va? Vas-y, vas-y. Quand j'ai écrit le livre en hébreu, j'ai reçu un mail en anglais d'un gars qui me dit: est-ce que vous avez un rapport avec la famille Gattegno? Je dis: ben, oui, c'est ma mère. Ah bon, alors vous savez, mon père a amené votre mère à la prison de Pavlomena à Salonique. Je me suis dit: ah, il est fou celui-là. Il est tout content, il est tout fier d'avoir amené ma mère et ses parents à la prison. Pourquoi il me raconte ça? Alors il me dit: oui, alors, mais mon père, en fait, il faisait partie de la résistance, Elias, la résistance en Grèce, et il voulait absolument les libérer, mais l'autre policier n'a pas accepté, etc., etc. Donc il a été obligé de les amener à la prison. Et quand la famille de ma mère est arrivée à la prison, l'Allemand dit: oh, vous savez, ils n'ont pas besoin des sacs, là, laissez-les dans la camionnette. Bon, il rentre en prison. Ce gars-là, il retourne dans la camionnette, il soulève les 2 sacs, il dit: waouh, c'est vachement lourd. Il ouvre et voit plein de bijoux, parce que mon grand-père était bijoutier. Donc je pense que mon grand-père pensait pouvoir les troquer après. Il prend un bijou et il le donnera à sa future femme après. Ce gars-là, le petit-fils, il me dit: j'ai un bijou pour toi. Je dis: quoi? Et il me raconte cette histoire-là. Et viens, on se retrouve à Salonique et je te donne le bijou. Alors là, je dois dire, c'était comme recevoir un cadeau de mon grand-père comme ça, qui était mort depuis longtemps. Ça m'a un peu perturbée. Finalement, on s'est donné rendez-vous à Salonique. 2 jours avant, je voulais annuler le voyage parce que c'était trop dur pour moi de rentrer à Salonique. Puis je me suis dit: bon, il est déjà à Salonique parce qu'il n'habite pas à Salonique. On s'est rencontrés et il me dit: oh oui, viens, on va dîner chez ma grand-mère, elle va te donner le bijou. On dîne avec la grand-mère qui ne connaît pas un mot ni de français, elle connaît que le grec. Puis il me dit: mais surtout, lui rappelle pas le bijou parce qu'elle est démentielle. Et donc, je n'ai pas reçu ce bijou-là. Et je crois qu'il est chez sa fille, chez la tante de cet homme-là, qui, elle, par contre, est une activiste politique pour le parti d'extrême droite en Grèce. Parce que plusieurs années après, elle m'a demandé: est-ce que tu peux venir en Grèce, dire qu'on a sauvé tes grands-parents, etc., etc. Je dis: oh là, moi, la politique grecque, je n'y connais rien, foutez-moi la paix, quoi. Enfin, j'ai presque eu un bijou de mon grand-père, mais je ne l'ai pas eu finalement. Là, je voulais juste vous raconter cette histoire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il n'y a pas beaucoup de questions sur le chat, mais ton exposé était clair, si je peux me permettre, et raconter l'histoire de ta famille. C'est peut-être pour ça que il n'y a pas de
entre guillemets, de questions ou de polémiques. C'est pour, donc, on a encore quelques minutes. Si tu veux raconter une autre anecdote ou préciser quelque chose que tu n'as pas eu le temps de dire tout à l'heure. Alors, quand les Allemands sont entrés à Salonique, ils ont vu la maison de mes grands-parents, et pas mal quand même comme maison. Donc, ils l'ont prise tout de suite. 5 jours après, ils se sont installés. Enfin, c'est un voisin grec-allemand qui s'est installé et qui en fait, on ne savait pas, mais il faisait partie du génie. Et donc, il dirigeait les avions allemands. Il montait sur le toit et dirigeait les Allemands pour leur dire quelles étaient les cibles, quelles étaient les cibles qu'ils pouvaient attaquer sur Salonique. Et il dirigeait d'abord les avions italiens et puis après les avions allemands. Donc, pas grâce à notre maison, mais par notre maison, Salonique a été détruite. Alors, il y a une question. Notre maison existe encore. Hein. Oui, on a vu les belles photos. Il y a la photo. Et si vous allez à Salonique, il y a plusieurs villas. Et toutes les villas, elles appartenaient à des juifs. Il y a la villa Modiano, elles appartenaient toutes à des juifs. Au début, j'étais un peu étonnée. Et puis on m'a dit, écoute, en fait, on a accepté, tout est devenu une administration, sauf la nôtre. On a accepté que la ville de Salonique prenne ces villas à une condition, c'est de mettre un panneau comme quoi ici vivait la famille Modiano, ici vivait la famille Latini, etc. etc. La mairie a dit OK, elle a mis les plaques, elle a eu les villas, et le lendemain, elle a enlevé toutes les plaques. En fait, quand on va à Salonique, maintenant quand j'étais à Salonique, je suis entrée dans un café avec une cheminée énorme. Et on me dit, ouais, c'est la cheminée la plus grande de toute l'Europe, la plus haute, par rapport à un magasin, quoi. Alors je dis, ah bon? Il dit, ouais, ça appartenait à des juifs. Et chaque fois en chouchou, on me disait, ouais, ça c'était des juifs, ça c'était des juifs. Mais ils n'osent pas le dire. Et c'est vrai, ça passe de bouche à oreille, mais si on va dans la ville, on ne voit rien de juifs. Rien du tout. Mais les gens s'en rappellent quand même. Là, il y a les juifs, là, il y a les juifs, là, il y a les juifs. Bien fait. Ça me fait penser à d'autres pays européens. Et il y a une question c'est de Marseille, la famille Fari. Merci Evelyne. Au-delà des Paraya, Gattegno et Bourla, pouvez-vous nous donner quelques noms de familles juives? Benveniste, Modiano, Alatini, Florentine, Sadok, Mizrahi. Non, il y en a plein. Il n'y a pas ça pour ça. Arditi. Arditi. Mizrahi, un de mes voisins est un Mizrahi de là-bas. Un de mes voisins est un Mizrahi, dont le père est à Jérusalem et l'oncle est à Marseille. J'ai le plaisir de connaître aussi, effectivement. Bien, eh bien, écoute, je voudrais vraiment te remercier de ton intervention. Cela nous a permis de voyager un petit peu à la fois dans le temps et, je dirais, dans l'espace et dans l'histoire. Très souvent, quand on parle des communautés juives européennes, on a l'impression que leur histoire a commencé en 1939 et s'est arrêtée en 1945. On oublie tout ce qui s'est passé avant, des siècles et des siècles d'histoire. Je mets un S et un petit H parce que ce sont de très belles histoires. Alors, il y a une question tout d'un coup qui jaillit. Est-ce qu'il y a des coutumes particulières au judaïsme de Salonique? Des coutumes particulières. Écoutez, moi, je sais qu'à Paris, on priait à la synagogue Saint-Lazare, qui après est devenue algérienne, et après, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si elle est encore algérienne. Algéroise. Algéroise. Ok, je ne sais pas si c'est encore algérien, je ne sais pas. Des coutumes particulières, à part les repas, les borekas, les pastels, etc. Celui que Panayoni ne voulait pas manger au début de mon intervention.
Il y a les dolmas, les feuilles de vigne avec du riz, le moulaïm. Il y a les œufs raminados qui sont longtemps sur la plata. Il y a beaucoup d'aubergines et beaucoup de fromage. C'est intéressant, quand on te parle de coutume, tu parles de nourriture. Ah oui. Je suppose qu'il y avait autre chose que la nourriture. Est-ce que, par exemple, ils avaient une certaine manière de s'habiller, les Juifs à Salonique, comme dans d'autres pays, ils étaient reconnaissables par leur habit? Je ne crois pas qu'ils avaient des signes distinctifs. C'était, je crois pas. Je crois pas. Ils avaient des robes, c'est dommage. J'ai des robes là. Attendez une seconde. Vous avez une seconde? Je vous les montre. Bien, ben alors pendant qu'elle cherche une robe, je vais vous montrer. Je vous dis, la prochaine intervention sera la semaine prochaine à la même heure, toujours par Zoom, avec Joël Veil, qui nous fera une intervention sur démographie et environnement. Voilà, j'ai fait la page de pub pendant que tu allais chercher des robes. Oui, oui. Ça, c'est une robe. Ça, c'est un chemisier. Doucement. Mets-les plus longtemps, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Bon. Alors, non, mets-les plus longtemps, qu'on les voit bien. Ah, ça, c'est une robe de mariée. Une robe de mariée. Vous voyez? OK. Sinon, voilà une autre robe. Je ne sais pas si vous voyez. Une autre robe. On va s'habiller comme ça, quoi, en gros. Voilà, d'autres robes. Mais ça, c'était pas des robes pour tous les jours, ça, c'était des robes c'est des robes de mariée. De mariage, tout à fait. Ils ne se mariaient pas en blanc. Tout ils se mariaient avec ça. Très, très bien. Alors, du côté, je suppose que du côté là-bas de la région de Tel Aviv, on nous dit que parmi les noms, on peut ajouter Mala. Ah ben évidemment, les Mala. Ah, évidemment. Ben, le problème quand on cite, c'est qu'on prend le risque d'en oublier. Donc, il y a Mala, il y a Douenias. Voilà. Alors pour les Malas, sachez que le père des Malas, Daniel, Michel et leur sœur. J'ai pas voulu donner de nom, mais si on parle de Kiryat Ono, vas-y. Il jouait avec ma mère à Salonique avant la guerre. Dans la maison de ma grand-mère, ils montaient sur le même arbre et ils faisaient les fous, quoi. Mais son père, enfin leur père et ma mère sont des copains d'enfance, en fait. Et ils se sont retrouvés à Paris. Exact. Et à Paris, ils ont même, si mes souvenirs sont exacts, ils sont un petit peu en famille avec un ex-président de la République française. Oui, mais pas par la branche salonicienne. Si, justement, bien sûr, par la branche salonicienne. Ah, Daniel, non, je veux dire, non, parce que, non, le nom, je pensais que le nom n'était pas d'origine salonicienne quand on parle de M. Sarkozy, c'est ça que je disais. Oui, oui. Tout à fait. OK, merci beaucoup, Edva, merci beaucoup de ton intervention. Donc, comme je l'ai dit, nous avons, et ça continue la liste des noms, hein. Regarde le chat, Rekanati, Amaradji, donc si on reste encore 2 heures, si on continue encore 2 heures, on va la reconstituer, la fameuse liste que tu n'as pas réussi à voir et qui est au musée ne t'inquiète pas, on va avoir tous les noms. Alors attends, voilà. Juste encore une anecdote sur les Rekanati. Vous connaissez peut-être Isabelle Machado, de prénom Rekanati. Tamar Machado Rekanati. Voilà. Ma cousine. Alors, j'ai rencontré à la fac, quand on a étudié à la fac, toutes les deux, et je téléphone à ma mère qui est à Paris, je dis, tu sais, maman, j'ai connu une salonicienne, ah ouais, comment elle s'appelle? Rekanati. Ah non, tu ne lui parles pas. Je lui dis, ah bon? Ah non, tu ne parles absolument pas au Rekanati. Je dis, pourquoi? Et il se trouve que, mais ce n'est pas la branche d'Isabelle, hein, de Tamar, qu'un des Rekanati a été un capot au moment de la Shoah. Donc, elle ne voulait absolument pas que je parle au Rekanati. Mais on est très bonnes copines, Tamar et moi. Enfin, Isabelle, on est très bonnes copines. Mais ce n'est pas la même branche. C'est ma cousine. Hein? C'est ma cousine. Ah ouais. Ah bon? Tamar.
Voilà, le monde est petit. Voilà. Mais juste, Evelyne, une précision, là, ce dont tu parles, ce qui est aux archives du musée aux États-Unis, c'est pas une liste, c'est toutes les archives de Salonique qui n'ont pas brûlé. Donc c'est beaucoup plus qu'une liste, c'est toutes les archives. Et en fait, il y a une prof de l'université de Tel Aviv qui a une copie. Et comme elle les a payées apparemment fort cher, elle ne les partage pas facilement avec les autres chercheurs. Oui, mais c'est à Washington, c'est pas ici. Non, oui. Les originaux sont à Moscou. Oui. Non, mais si, il y a une copie ici, mais je veux dire, c'est plus qu'une liste, c'est vraiment des archives. Oui. Bon, enfin, l'histoire de Rabbi Koresh c'est très, très controversé, quoi. Son fils est avocat à Tel Aviv, en fait. Bon, c'est une autre histoire. Bon. Redva, je te remercie beaucoup. Comme je l'avais annoncé, il y allait avoir des questions et des compléments sur la fin, mais nous allons devoir arrêter. Merci beaucoup à Redva. Merci beaucoup de nous avoir initié un peu à cette histoire de Salonique. Merci à tous nos amis qui étaient présents ce soir. Et donc, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu, ce lieu virtuel que l'on appelle Zoom, pour une intervention de Joël Veil sur le thème démographie et environnement. Donc, ce sera le dimanche 21 mars. Donc, ce n'est pas un problème. Vous arrêtez un petit peu le nettoyage de Pessah pour vous reposer un peu. Vous vous mettez devant votre écran et vous vous ressourcez avec Joël Veil. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Redva et à très bientôt. Et à tous, bonne santé. Faites attention à vous. Ah, et pardon, excusez-moi, j'allais oublier que jeudi soir, le 18, nous organisons une soirée de présentation des élections en Israël. Nous allons avoir des représentants de 9 partis différents, dont tous les candidats français ou francophones. Donc, ça promet, j'espère, d'être intéressant. En tout cas, ça promet du sport. Et vous trouvez tout cela sur notre page Facebook AEIF Israël. Vous le trouverez toutes les informations là-bas. Merci beaucoup et à très bientôt.